Bien, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, je perds toujours ma voix, heureusement j'ai mon petit café chaud. On va dire que ça remplace la tisane, hein. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvel épisode de Tête dans le culte. Pour ceux qui n'ont pas suivi, qui ont raté les précédents épisodes, nous sommes donc sur cette série Tête dans le culte, série qui était la toute première sur la chaîne, qui s'appelait Plan Culte à l'époque. Le principe est très simple, un avant-lecture d'un comics cultissime dans cette vidéo, suivi toujours dans cette vidéo d'un après-lecture. Voilà. Donc dans cette avant-lecture, je vais vous dire comment est-ce que j'ai connu l'œuvre dont on va parler aujourd'hui, ce que j'en sais, ce que j'en attends. Voilà, plein de choses. Et ça, c'est dans Tête dans le culte, générique. Oui, vous l'avez vu dans le générique, aujourd'hui on parle de Birthright de Williamson et Bressan au dessin. Donc, œuvre publiée chez Delcourt, seule œuvre publiée chez Delcourt dans cette semaine thématique des tomes 1. Le reste étant du Urban, c'est pas voulu, c'est vous qui avez voté. Et vous avez voté d'ailleurs en masse pour Birthright. Et je ne connais pas Birthright. D'ailleurs, comment est-ce que j'ai connu l'œuvre ? J'en ai jamais entendu parler avant que vous le citiez. Alors, peut-être que j'en ai entendu parler, mais ça m'a pas marqué. Et vraiment, mettez-vous à ma place quand vous vous demandez 7 tomes 1 culte, que Birthright arrive au même niveau que Preacher, par exemple, qui est, dans ma tête, tellement culte, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette série ? Est-ce que c'est une série un peu niche, mais d'une qualité tellement folle que tout le monde veut que je le lise ? Ou est-ce que c'est moi qui suis totalement passé à côté ? J'ai pas encore la réponse. Donc, ouais, c'est un vrai ovni, pour le coup. Ce que je sais de l'œuvre, encore une fois, pas grand-chose. Moi, je ne me renseigne pas sur ce que vous me proposez. J'ai juste comme indice donc cette cover, j'ai pas lu non plus le dos de couverture, la quatrième de couverture. Donc, je vois juste tome 1, le retour. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'il existait une série Birthright avant ? Non. Donc, probablement le retour d'un personnage, je sais pas, la série va commencer par le retour d'un personnage. Ça peut être intéressant, en tout cas. Et puis, il y a évidemment ce garçon, et qui me fait beaucoup penser à une vibe Lock and Key, bizarrement. Et puis, il y a ce truc, on dirait, d'un monde à part. Tu vois, un peu dans le délire de Narnia, où il passerait un portail, il arriverait dans un monde un peu plus vénère, avec cette statue, j'imagine, d'un grand gaillard avec la grosse beubare et tout. Un monde qui a pas l'air très chaleureux, avec plein de crânes, etc. Hmm, ça a l'air particulier. En tout cas, tout ce qui est symbole, épée, etc., ça me fait penser à de l'heroic fantasy, évidemment. Je vais pas vous mentir, ça me fait un peu peur. Qu'est-ce que j'en attends ? Je suis hyper craintif de ça. Le genre Heroic Fantasy, c'est loin d'être mon genre de prédilection. En comics, je crois que j'ai lu principalement Die, par exemple, qui était le néophyte avec un G qui a voulu me challenger en me proposant ça. Ça n'avait pas du tout fonctionné. Et même en général, par exemple, je vais faire criser des gens, mais la saga du Seigneur des Anneaux, je suis pas le plus grand fan, tu vois. J'accepte à quel point ce sont des films cultes et vraiment de très bons films, mais c'est pas dans mes films préférés, loin de là, tu vois. Donc, petite exception avec le monde de Warcraft. J'ai un peu joué à WoW, beaucoup à Hearthstone, etc. Donc, ce monde d'Heroic Fantasy me plaît, mais c'est vraiment une exception. Donc, est-ce que Birthright peut être une nouvelle exception ? Peut-être. Ça, on le saura que dans l'après-lecture. Pour vous, c'est tout de suite. Pour moi, dans quelques jours. Allez, c'est parti. Et oui les amis, je finis mon café du matin, parce que là, nous sommes mercredi matin, il est 4h du matin, à peu près 4h30. Vous êtes dans la deuxième partie donc, de cette vidéo, dans l'après-lecture de Birthright, donc de Joshua Williamson et Bressan, je ne me rappelle plus son prénom, pardon. Andrei Bressan, voilà. Ce petit tome 1, qui fait partie de cette thématique des tomes 1.
L'histoire donc eh ben, j'étais pas si loin finalement. Quand je vous parlais de cette sorte de portail vers un autre monde à la Narnia, bah on s'en rapproche. L'histoire, ça va être celle notamment de Mikey, qui est ce petit garçon ici. Mikey, il joue avec son père, il joue à la balle, dans une prairie, une clairière. Et puis, à un moment, la balle part un peu trop loin, Mikey va la chercher dans les bois, et ne revient jamais. Son père le cherche désespérément, sans jamais remettre la main sur son fils. Et puis, un an va s'écouler après ces événements-là. La famille a éclaté, voilà, puisque le père est accusé du meurtre de son fils, quelque chose qui arrive malheureusement bien trop souvent. La mère le croit coupable également. Elle a la garde du coup du second fils. Bref, la famille a éclaté. Le père est tombé dans l'alcoolisme parce qu'il est accusé du meurtre de son fils, ce qu'il n'a pas commis. Et d'un coup, la police va appeler la famille en disant écoutez, il semblerait qu'on ait des nouvelles, un peu bizarres, mais il semblerait qu'on ait des nouvelles. On a un grand gaillard, un grand monsieur, finalement c'est celui qu'on voit sur cette couverture, celui à l'arrière-plan, qui vient de débarquer, voilà, habillé comme dans un ancien temps, et qui nous dit être votre fils. Il dit qu'il est Mikey, qu'il est ce gamin qui a disparu il y a un an. On a un peu de mal à le croire, bizarrement. Mais en tout cas, c'est ce qu'il dit. Le père le reconnaît tout de suite. Le père, lui, il a aucun doute qu'effectivement, c'est bien Mikey. Ça se voit, on reconnaît son fils, comme il dit. Et puis lui sait que Mikey, il l'a pas assassiné. Donc forcément, ça joue aussi. Il leur explique donc, Mikey, qu'il a été transporté dans un autre monde, un monde fantastique, un monde parallèle, bref, qui s'appelle le monde de Ternos. Et là-bas, dès qu'il est arrivé, on lui a dit qu'il était finalement l'élu d'une prophétie, le héros, qui était censé détruire un mage qui sévissait sur ce monde-là. Voilà. On voit que, effectivement, l'ADN correspond, etc. Bref, il semblerait que c'est bien leur fils. Je vais pas en raconter beaucoup plus, ce qui est déjà pas mal. Mais ça, on le voit dans les premières pages. Bon, déjà, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est effectivement ce mélange entre l'heroic fantasy, qui me faisait un peu peur, ce que je vous disais dans la première partie, et puis le monde réel, notre monde à nous, qui est presque aussi cruel, si ce n'est plus. C'est pas l'idée la plus originale du monde, puisque, comme je vous disais, dans Narnia, c'est exactement le cas. Mais, en rajoutant en plus une enquête policière, en rajoutant en fait plein de petits détails, on est à une sorte de croisée des mondes. C'est marrant, c'est un autre titre de, de récit dans ce genre. Non, mais à croiser des genres, en tout cas. Et ça, c'est hyper intéressant. Pour le coup, c'est vraiment très intéressant. Et forcément, ça me fait relativiser le côté heroic fantasy. Ce que je trouve génial, c'est que pour moi, c'est vraiment le tome 1 idéal. Parce que on sent vraiment déjà qu'on est en train de nous mettre un univers en place. Je crois que c'est publié chez Skybound, qui est donc le label de Robert Kirkman. Effectivement, il y a des points communs avec les univers que met en place Kirkman, que ce soit dans Walking Dead ou Invincible. J'ai pas encore lu le reste, mais j'imagine que c'est de cet acabit. Ces mondes-là qui va finalement nous inviter à découvrir sans nous prendre par la main. Hyper intéressant. Du coup, ce lien de parenté-là, il se fait très facilement. Et on sent vraiment qu'on est en train d'explorer deux mondes, et donc de lire deux histoires. Tout est décuplé et c'est vraiment top. Au niveau des personnages, ils commencent déjà à avoir de la consistance. Un petit peu, assez pour qu'on ait de quoi, de quoi comprendre ce qui se passe, et avoir envie de les comprendre et de les découvrir. Et en même temps, pas trop, parce que ça reste un tome 1. Donc, la maman, elle réagit comme une maman, c'est-à-dire qu'elle déteste son ex-mari parce qu'elle est persuadée qu'il a fait du mal à la prunelle de ses yeux. Le père, lui, s'enfonce dans l'alcoolisme, devient détestable. Le frère, lui, il a juste espoir de retrouver son frère. Il défend son père, etc. Vraiment des personnages qui ont un certain réalisme et qui sont hyper attachants. C'est terrible parce que du point de vue du spectateur, nous on sait ce qui s'est passé, on la voit à la première scène quand le gamin disparaît,
Donc on croit le père, évidemment, qui n'a pas assassiné son fils, mais on peut pas en vouloir à la mère, etc. Bref, c'est super bien fait de ce côté-là. Et j'ai plutôt bien kiffé. Au niveau des dessins, je parlais d'Andrei Bressan, mais c'est vraiment un taf en duo avec Lucas, il semblerait, qui vont vraiment faire du taf ensemble. À la fois, on va avoir des dessins type réalisme, avec vous voyez, ces visages hop, qui pour moi sont hyper expressifs, que j'aime beaucoup, qui me rappellent certains dessinateurs que j'aime beaucoup. J'essaye de faire avec la lumière, pardon. Et en même temps, il va mêler ça donc à ce monde d'Heroic Fantasy, avec tous ces codes, ces poses, etc., qui rendent le tout très épique. Et puis la couleur, vous le voyez, regardez. Cette double page, elle montre très bien la différence entre les deux mondes. On comprend direct où on est, quoi. Et ça, c'est super bien fait. Ce que je regrette un petit peu au niveau des dessins, c'est qu'il n'y ait pas encore plus de différence entre les deux mondes, presque que ce soit pas dessiné par deux dessinateurs différents, ou en tout cas, voilà, la charte graphique diffère beaucoup. Là, on est juste au niveau des couleurs. J'aurais aimé partir encore plus loin, mais c'est déjà un super taf. Et j'ai vraiment kiffé. Et effectivement, voilà, le dernier élément scénaristique à ajouter, c'est pas du gros spoil, mais on sait, j'allais dire on sent, non, on sait que Mikey revient avec une autre mission que celle de retrouver ses parents, une mission qui semble un peu plus sombre. Ça va être intéressant à découvrir dans les futurs tomes, que j'ai hâte de découvrir, je vais pas vous mentir. Deuxième tome de cette semaine, ces 2 semaines thématiques tome 1, et déjà un deuxième titre qui m'intéresse énormément. Finalement, ça part très très bien pour un titre qui m'intéressait pas trop de base. Ça va faire mal au portefeuille à la fin de ces 2 semaines, je vous le dis. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je prends toujours autant de plaisir à les faire. On se retrouve donc, vous l'avez compris, à vendredi pour un 3e épisode de Tête dans le culte. D'ici là, les amis, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, c'est le plus important. Ciao tout le monde.